Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce thème du jour qui est les décès à domicile et les urgences palliatives au domicile. Merci d'être venu en plein août et en pleine vacances estivales. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer par rapport à cette présentation. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que vous l'avez peut-être entendu, mais depuis novembre 2024, il y a une nouvelle unité qu'on a lancée en collaboration entre Genève Médecins et les HUG, qui s'appelle PalliGEMED, et dont le but c'est d'offrir un service d'urgence palliative au domicile. Il y a eu quelques articles, et moi je suis donc le chef de clinique qui actuellement supervise la consultation sur le terrain, et c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui. Et j'ai coupé ma présentation en deux. Dans un premier temps, je vous propose de parler du décès à domicile, ce qu'on trouve dans la littérature, et quelques notions importantes autour du décès à domicile comme l'anticipation et les urgences palliatives. Et après, dans un deuxième temps, je vous parlerai de PalliGEMED, notre organisation, et quelques chiffres pour vous montrer que ça avance dans la bonne direction. Premier message, le décès à domicile, c'est un souhait de la majorité de la population qui a ses avantages. Selon un rapport du Conseil fédéral sur la fin de vie publié en 2020, 72% des Suisses interrogés souhaitent décéder à domicile. Ça, c'est la majorité avant de tomber malade, mais en tout cas, c'est un souhait de la population. Dans le monde, les chiffres sont variables, entre 11 et 89%, mais ça dépend aussi du système de santé et des conditions culturelles. Et selon une revue de littérature que je vous cite ici, ça a plusieurs avantages, le décès à domicile. Premièrement, pour les patients qui disent qu'ils préfèrent avoir le choix de l'environnement et de l'entourage, que ça leur apporte davantage d'autonomie et de dignité, et que le décès est considéré comme plus paisible. Dans ce cas, bien sûr, que c'est le décès projeté, parce qu'ils sont interrogés donc avant. Les avantages pour les proches sont aussi multiples. Le décès du proche est considéré comme plus paisible, et c'est une opportunité unique d'accompagner son proche malade au domicile. Et les proches disent être davantage considérés par l'équipe médico-soignante, comme faisant partie de l'équipe et de la prise en charge. Et il y a aussi un avantage de coût, que les coûts sont diminués surtout sur les 2 derniers mois de vie. Ça, c'est une revue de la littérature que je vous cite qui le dit. On n'a pas exactement chiffré ça en Suisse, mais dans certaines études, notamment américaines, ça se chiffre en quelques milliers de dollars. Ensuite, est-ce que c'est une réalité ? Alors, nous n'avons pas les chiffres récents. Les seuls que j'ai retrouvés, c'est ceux de 2009. À partir de là, on a arrêté de compter systématiquement le lieu de décès des personnes. J'ai même essayé de me le procurer, mais je n'ai pas réussi. Et du coup, en 2009, il y a 20% de la population suisse qui décédait à la maison. On peut extrapoler en disant qu'à l'heure actuelle, vraisemblablement que le chiffre est plus élevé parce qu'on a quand même bien renforcé l'aide au domicile et les soins au domicile, mais on est vraisemblablement aussi très loin des 72% qui le souhaiteraient. Et quels sont les facteurs associés finalement au décès à domicile, ce qui le complique ou ce qui le permettent? Il y a plusieurs facteurs selon cette étude, des facteurs liés à la maladie, des facteurs liés à l'individu, des facteurs liés à l'environnement. Et vers le haut, c'est ce qui facilite, et vers le bas, c'est ce qui complique. Donc ce qui facilite, bien sûr, c'est certaines pathologies. Les patients souffrant de cancer décèdent plus fréquemment à la maison, contrairement à ceux souffrant de démence qui décèdent moins. L'utilisation de la morphine facilite le décès au domicile, tout simplement par le soulagement des symptômes. Et dans l'autre sens, lorsqu'il y a plusieurs symptômes et qui sont non contrôlés, c'est quelque chose qui complique le décès à la maison. L'existence de directives type non-réanimation, là aussi, ça facilite le décès. Et sinon, les facteurs liés à la maladie qui compliquent, il y a également la perte de conscience en fin de vie, parce que ça empêche le patient de s'exprimer et la décision est ensuite prise par les proches, ce qui complique bien sûr cette trajectoire. Le besoin de soins infirmiers fréquents, là ils disent 24 heures, mais ça c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à faire à la maison. Le pronostic, quand il est incertain, ou quand la maladie progresse rapidement, ça c'est des choses qui se compliquent. Dans les facteurs individuels, le statut socio-économique, plus il est élevé, plus le décès à domicile est favorisé, plus il est bas, plus le décès à domicile est complexe. Il en va de même du statut migratoire, qui selon cette étude complique aussi le décès à la maison. Et sinon, dans les facteurs personnels individuels, il y a la capacité de discernement. Lorsqu'elle est conservée, ça facilite un décès à domicile. Et lorsque le lieu de préférence pour le décès à la maison a été formulé et documenté, ça facilite le respect de ce lieu. Et ça, c'est un facteur intéressant dont je vous parlerai tout à l'heure. Et sinon, les facteurs environnementaux, là, il y a beaucoup de points, mais je pourrais les résumer en plus on fait de choses, plus on met en place
de choses à la maison pour le patient, plus il a de chances de décéder à la maison. Et par là, j'entends l'anticipation des soins, les lits médicalisés, la fréquence des visites des infirmiers et infirmières à la maison, la fréquence des visites des médecins également à la maison, l'implication des soins palliatifs spécialisés augmente la chance de décéder à la maison, et également le proche aidant, qui est très important lorsqu'il est disponible et qui se sent capable d'accompagner le proche malade, ça augmente la chance de décéder au domicile. Et au contraire, plus on utilise de systèmes de santé hospitaliers, moins la fréquence du décès à domicile est élevée. Donc plus il y a de consultations aux urgences, plus il y a d'hospitalisation, moins les patients décèdent à la maison. Donc, beaucoup de facteurs sur lesquels on peut travailler en tant que système de santé. Moi, je voulais revenir juste sur 2 points. C'est le point de l'anticipation, tout ce qu'on peut faire avant que le symptôme urgent arrive. Et ensuite, je vais vous parler des urgences palliatives, c'est ce qu'on fait après. Donc, dans l'anticipation, les points importants qui ressortent de cette étude, c'est bien entendu l'organisation des soins à domicile. C'est important, quand on sait que le patient veut décéder à la maison, d'organiser tous les soins, les lignes médicalisées, les passages infirmiers, et d'essayer de le faire dans le bon timing et pas courir après le développement de la maladie et les symptômes. Il y a un point autour de l'attitude que je voulais aborder parce que, bien entendu, que la discussion de la réanimation, l'intubation et les soins intensifs, c'est quelque chose qu'on a maintenant de plus en plus l'habitude de faire et de documenter via des directives anticipées ou des plans de soins anticipés. Mais il y a un point important qui ressort de cette étude, c'est que le patient, pour qu'il prenne la décision de rester à la maison en fin de vie, il faut qu'il ait une bonne connaissance de son pronostic et de la réversibilité de la maladie, de la complication. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça veut dire que nous, en tant que soignants, en tant que médecins, on a un rôle à jouer là-dedans. Il faut qu'on lui ait donné les bonnes informations lorsqu'on traite, imaginons, la 10e bronchoaspiration chez un patient dément ou alors la 10e décompensation cardiaque de l'année. C'est important quand on le fait, qu'on précise pourquoi on le fait et qu'on donne aux patients et à la famille les informations sur le pronostic et la réversibilité projetée, disons. C'est vrai que parfois c'est compliqué, hein, il y a des zones grises, parfois on ne sait pas, et je pense qu'on peut parler de cette incertitude, mais quand on voit le pronostic se détériorer, c'est important de leur donner cette information, parce que en fait ça va orienter, enfin ça va influencer la trajectoire de fin de vie. Et le choix du lieu de fin de vie aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important de poser la question aux patients, et dans cette étude on voit que la majorité des patients arrivent à se prononcer lors de cette période de fin de vie, même si au début ils n'y arrivent pas, au bout d'un moment ils trouvent finalement le choix du lieu de fin de vie, et que ce choix change assez peu. Il y a à peu près 20% des patients d'après l'étude qui changent d'avis, sinon le reste finissent par, continuent à souhaiter le même lieu de fin de vie. Je voulais vous parler aussi rapidement des médicaments anticipatoires. Dans l'anticipation, on peut aussi prescrire des médicaments injectables au domicile pour traiter des symptômes aigus, pour qu'ils soient déjà sur place lorsque les douleurs ou la dyspnée survient. Ça, c'est une revue de la littérature aussi que je vous cite. Il y a souvent 4 types de médicaments, des opiacés, des benzodiazépines, des neuroleptiques et des anticholinergiques. C'est une pratique standard dans les pays analysés, alors c'est des pays anglo-saxons et européens principalement. Dans à peu près pour la moitié des patients palliatifs, on a une prescription. C'est utilisé dans 1 tiers à 2 tiers des cas. Les surcoûts sont assez limités, c'est quelques dizaines, voire centaines de francs en fonction des coûts du système de santé. Et il y a de nombreux bénéfices pour les patients, les proches et les soignants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi anticiper, mettre des médicaments à domicile. Et si vous avez cette idée et vous ne savez pas exactement comment faire, les équipes de soins palliatifs spécialisées sont aussi là pour vous conseiller. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire avant. Mais maintenant, quand il y a une urgence palliative, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, moi, j'ai voulu chercher dans la littérature ce que c'est une urgence palliative. En fait, ce n'est pas si simple. Il n'y a pas ce terme exactement. Ce qu'on retrouve, c'est admission évitable aux urgences. C'est toute admission, déjà d'un patient en situation palliative, qui, pour des raisons donc pour un symptôme ou des conditions qui finalement pourraient être traitées à la maison sans soins hospitaliers, ou alors toute admission pour quelque chose qui ne requiert pas d'intervention médicale ou soignante urgente, immédiate, ou alors toute admission qui n'est pas centrée sur le confort ou la qualité de vie, alors que c'est ça qui est souhaité par le patient et ses proches. Et donc, on peut extrapoler en disant que les urgences palliatives, c'est finalement tous les déclencheurs qui vont amener à une admission évitable aux urgences, qui peut être donc des symptômes aigus, mais aussi des situations de crise à la maison, notamment la fatigue des proches aidants, où là, c'est quelque chose qui doit être adressé rapidement pour éviter une admission non souhaitée aux urgences.
Et bien sûr que quand ce symptôme d'urgence palliative, enfin, cette situation d'urgence palliative survient à la maison, le médecin généraliste, le médecin interniste de ville joue un rôle très important parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont accompagnés par leur généraliste jusqu'à la fin de vie, ça se passe extrêmement bien. Mais le fait que l'urgence est aiguë et nécessite une intervention rapide va aussi mobiliser beaucoup d'autres intervenants du système de santé. Et là, il y a plusieurs choses décrites dans la littérature comme exemple de collaboration entre les urgences préhospitalières et soins palliatifs. Dans le premier cas, deux études qui décrivent en fait la supervision par des spécialistes en soins palliatifs, mais à distance, par téléphone, de spécialistes, donc ambulanciers ou SMURistes qui interviennent sur place et qui tentent de laisser le patient sur place lorsqu'il a un épisode aigu. Et on voit que rien que la supervision par distance marche relativement bien, entre 55 et 84% des patients sont laissés sur place. Et finalement, il y a une deuxième forme qui est celle pour laquelle nous on a opté, c'est l'intervention en première ligne de spécialistes en médecine palliative pour traiter le symptôme. Et là, il y a 4 études, je vous parlerai d'une plus particulièrement, mais on a aussi des bons résultats lorsque les palliativistes interviennent en première ligne. Moi, je vous parlerai de l'étude française, Pallidum, parce que c'est une équipe dans laquelle j'ai travaillé l'année passée, qui est dirigée par le Dr Clément Leclerc, qui existe maintenant depuis 3 ans et qui s'occupe de Paris et de la petite couronne, ce qui fait à peu près 7 millions de personnes, donc quasiment la Suisse. Et ils ont organisé ça maintenant depuis 3 ans, et ça c'est quelques chiffres que j'ai choisi de vous montrer. Il y a eu 1800 admissions, et ce qui est intéressant, c'est que eux, le symptôme principal, c'est 43% des symptômes respiratoires pour lesquels ils ont été appelés. Il y a eu après 16% de douleur, 13% de coma et 5% d'agitation. Et finalement, chez eux, ça marche bien parce que 71% des patients sont décédés à la maison et 17% des patients sont restés au domicile mais se sont améliorés après l'épisode aigu et ont pu ainsi éviter une hospitalisation sans décéder à la maison. 7% des patients ont été orientés à l'hôpital et dans ces 7%, 5, c'était une admission directe en unité de soins palliatifs spécialisée. Donc il y a très peu, 2% des patients, qui ont été admis à l'hôpital ou en urgence. Donc tout ça, ça nous a donné des idées pour Genève, et c'est vrai que maintenant, depuis novembre, Palligemed existe, c'est une collaboration publique-privée, donc entre les HEG, plus spécifiquement le service de médecine palliative de premier recours, et Genève Médecins, une entité privée qui est très connue du canton de Genève et qui fait déjà des consultations internistiques urgentes au domicile. Le but de faire ce groupe commun, c'était aussi de ne pas recréer tout de nouveau, mais de se servir de ce qui existe déjà et de réorienter finalement l'offre de soins. Cette prestation, donc, elle est ouverte à tous les patients du réseau qui nécessitent une intervention en urgence. Elle offre aussi la possibilité d'un suivi, ça veut dire que si maintenant les médecins référents sont absents, on va pouvoir organiser les suivis jusqu'à ce que le réseau reprenne le suivi au domicile. Et l'ensemble de la logistique matérielle, elle est gérée par Genève Médecins. Donc le tri téléphonique, c'est Genève Médecins, le numéro d'appel, c'est Genève Médecins, la pharmacie, c'est aussi Genève Médecins, et la documentation, donc la forme du rapport que vous recevez après, ça vient aussi de Genève Médecins. Notre organisation, donc, c'est déjà la supervision sur place par un chef de clinique du service de médecine palliative des HUG des cas palliatifs, donc ça c'est moi en l'occurrence en ce moment. Ensuite, il y a 2 médecins internes qui sont engagés par le service de médecine de premier recours, qui font une rotation à Genève Médecins et dont l'objectif c'est de voir en priorité ces patients. Et maintenant, c'est 2 médecins internes qui arrivent gentiment à la fin de leur rotation et qui ont acquis vraiment une autonomie très importante dans la gestion des cas, et on fait la majorité par téléphone à distance et ça se passe très bien. Donc là, je parle de la supervision là. Et si nous ne sommes pas disponibles, alors on utilise les ressources de Genève Médecins, chez lesquels il y a des médecins internes en formation et des médecins indépendants qui soit sont déjà formés en soins palliatifs, soit ont la volonté de se former. Et on utilise aussi la garde de médecine palliative des HUG au cas où il y a des questions sur le terrain et que nous, on est absent. Donc comme ça permet d'avoir une intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les patients. Les objectifs, bien sûr, c'est de traiter les urgences, assurer des fins de vie à domicile et diminuer le recours aux urgences et aux hospitalisations, mais aussi de faire le lien avec le réseau, et ça, c'est très important pour nous. On ne vient pas à la place et on s'assure toujours que les médecins de première ligne ont été appelés et qu'ils ne sont pas disponibles, et du coup on vient nous en plus. Et ensuite, dès que nos services sont plus nécessaires,
on se retire et on reste à disposition. L'objectif aussi, c'est de respecter le plan de soins anticipé qu'on a documenté. Donc on le remet à jour à chaque intervention et ensuite on va tout faire pour finalement suivre les volontés du patient et de la famille. On a aussi comme objectif de fluidifier la trajectoire du patient dans le réseau de soins. Quand il ne peut pas rester à la maison, on va essayer de l'orienter ailleurs qu'aux urgences si ce n'est pas souhaité ou si ce n'est pas indiqué, notamment à Bellerive, dans le service de médecine palliative directement. Un objectif important, c'est de soutenir et informer les proches du patient et de former les médecins de premier recours sur place pour les urgences palliatives. L'indication, donc, c'est tout patient en situation palliative. Nous n'avons pas de limite dans le pronostic ou dans l'attitude thérapeutique. C'est sûr que des patients avec une attitude thérapeutique très active, s'il y a besoin de les orienter aux urgences, on le fera aussi. Il y aura peut-être moins de décès à domicile, mais en tout cas, on a la disponibilité pour assurer une consultation palliative, même si finalement la finalité, c'est d'orienter le patient aux urgences. Le patient doit présenter un problème aigu, avec ou sans implication du pronostic vital, ça je vous montrerai, c'est comme ça que je fais la différence entre patient urgent et non urgent, et le médecin référent, donc comme je vous l'ai dit, doit avoir été appelé et ne pas être disponible. Et finalement, la question, est-ce que ça marche? Alors les premiers résultats, c'est très sommaire, montrent que déjà on est de plus en plus sollicité. Là vous avez à gauche les nouveaux patients par mois, et à droite les consultations. La différence, c'est qu'il y a certains patients qui ont été vus plusieurs fois, donc ils sont comptés plusieurs fois à droite, que ce soit dans le terme d'un suivi rapproché ou alors à travers les mois, une complication en novembre, puis une autre en janvier, puis une autre en mai, ils seront comptés plusieurs fois à droite. Ce qu'on voit, c'est qu'on a donc vu 302 patients en 8 mois, les 3/4 sont des patients urgents, et on a environ entre 24 et 43 nouveaux cas par mois, ce qui fait un nouveau cas par jour, y compris les jours de week-end. Et au niveau des consultations, on a 589 consultations, aussi presque 3/4 urgentes. Et là, on a entre 29 le premier mois, mais bon, ça, on ne connaissait pas tant que ça, mais un pic de 89 consultations, donc presque 3 par jour en mai. Et là, samedi, dimanche compris. Donc, finalement, il y a la nécessité d'un service comme le nôtre, parce qu'on fait souvent appel à nos services. Les patients aussi en moyenne ont 82 ans, majorité des femmes à 58%. Beaucoup sont dans des situations de gravité avec des insuffisances respiratoires pour le tiers des patients, 13% des insuffisances circulatoires et 1/5 de baisse de la vigilance, qu'un tiers sont déjà suivis par les soins palliatifs spécialisés. Et concernant le lieu de vie, on a 2/3 au domicile, 1/3 en EMS. Nos patients sont globalement en majorité à 40% des patients oncologiques, mais il y a 30% de patients souffrant de démence et le reste, c'est des insuffisances d'organes. Le premier contact, c'est globalement pas les médecins. On a 54% d'infirmiers, 30% de familles et une vingtaine de pourcents de médecins, que ce soit traitants spécialistes ou en soins palliatifs. Et on nous appelle majoritairement pour des symptômes respiratoires à 28%, 22% de douleurs, 15% de symptômes neurologiques, 7% de symptômes digestifs, et après ça se répartit entre saignement, fièvre, asthénie ou hypotension. La consultation dure en moyenne 63 minutes. Le temps moyen de réponse entre l'appel et l'arrivée sur place, c'est 108 minutes. Je suis très content de ce chiffre parce que c'est nuit et week-end compris. On fait 2 consultations par patient avant de passer le relais et on suit les patients en moyenne 4 jours avant le passage de relais ou avant le décès. Et finalement, je vous ai sorti quelques points en vrac de contenu de la consultation, mais il y a beaucoup d'injections d'opiacés chez 20% des gens, 14% d'injections de benzodiazépines et 20% de pompes qui sont mis en place, que ce soit Baxter, PCA ou pouce-seringue. Il y a eu 6% des patients avec une sédation profonde et continue jusqu'au décès, donc peu, et 20% des patients chez lesquels on a fait des prescriptions anticipées. Et après, il y a eu toutes sortes de soins techniques, tels l'oxygène, des sondages, des sutures. Je ne vous ai bien sûr pas fait toute la liste. Mais c'est pour montrer qu'on vient avec des médicaments et qu'il y a une certaine force de frappe, même quand il s'agit de soins techniques et de médicaments en pompe ou en continu. Et intéressant, 6% des patients nous demandent de discuter d'un suicide assisté ou 14% de hâter la mort, ce qu'on n'a bien entendu pas le droit de faire. Et le chiffre clé, c'est le devenir des patients. Alors c'est parcellaire, parce que il y aura une étude rétrospective qui sera faite plus tard, où là je vais vraiment me pencher et ouvrir le dossier des patients. Tout ça, c'est les informations qu'on a à disposition chez Genève Médecins.
Mais globalement, 57% des patients sont décédés au domicile, que ce soit en EMS à 28% ou au domicile en 28%, donc au domicile sur le lieu de vie. 9% des patients ont été orientés directement en unité de soins palliatifs sans passer par les urgences. Et 34% des patients, je n'ai plus entendu parler, donc ils peuvent être soit vivants, soit être décédés ailleurs. Ça, je ne sais pas. Et je vous fournirai le chiffre l'année prochaine. Donc globalement, ça a l'air de bien fonctionner sur le plan d'orientation et du décès au domicile. Et j'ai séparé patients urgents, non urgents, parce que bien sûr, les non urgents, 87% de ces patients sont encore en vie ou alors décédés ailleurs. Et donc, parce que là, l'objectif principal, ce n'était pas forcément le décès à la maison. Donc, c'est encourageant, ça a l'air de marcher. Et l'avenir, c'est la collaboration. C'est qu'il faut, maintenant, on a un nouveau service de soins, il faut qu'on apprenne à collaborer avec tous les secteurs, les EMS, les soins à domicile avec les différents services infirmiers. Et c'est quelque chose qu'on est en train de faire et qu'on fait des feedbacks après nos interventions pour savoir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Et dernier message, c'est qu'on a la possibilité de faire des dossiers dormants pour vos patients à la maison ou en EMS qui peuvent présenter une complication qui nécessite notre intervention. Vous pouvez nous envoyer les informations par mail de préférence, ou là vous avez le numéro de téléphone de Genève Médecins, pour nous transmettre ces cas, pour qu'au moins quand on intervient à 2 h du matin ou le week-end, on sache quelle est la situation, comme ça le plan de soins a plus de chances d'être respecté. Voilà pour moi. Les conclusions, c'est que le décès à domicile, c'est un souhait de la majorité de la population, que pour accompagner les patients, il est nécessaire d'anticiper et de coordonner les soins au domicile pour essayer de respecter leurs souhaits. Que les urgences palliatives, c'est un des facteurs qui complique et empêche le décès au domicile et qu'elles doivent être gérées rapidement. Et que PalliGEMED, c'est un nouveau service qui a comme but de répondre à cette demande et à ces urgences palliatives. Voilà. Je tenais à remercier le professeur Sophie Potev qui a rendu tout ça possible et le professeur Idriss Kessous aussi. Et finalement toute l'équipe de Genève Médecins, des soins palliatifs, et mes 2 internes, Corentin et Douy, qui ont servi de cobayes en guillemets, mais qui, je crois, aiment beaucoup l'aventure. Et voilà, merci pour votre attention, et n'hésitez pas à m'écrire des mails si jamais pour des retours ou des questions.